bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce je ne sais combien de rendez-vous, l'avant-dernier de l'année, le rendez-vous avec les éditeurs néo-aquitains. Rendez-vous fixé par la bibliothèque municipale en collaboration avec l'excellente librairie Mola. Librairie Mola qui n'est pas étrangère au sujet du livre et au succès du livre dont nous allons parler aujourd'hui avec les éditions Hervé Chopin, qui sont représentées par, non pas Hervé Chopin, qui n'a pas pu se déplacer parce qu'il est chargé de famille, et en plus d'être un éditeur, c'est un bon père de famille, ça c'est important de le souligner. Beaucoup de gens imaginent que l'édition, c'est se priver de tout. Non. Malgré tout, être éditeur, c'est aussi pouvoir élever une famille, mais pour en parler, nous avons avec nous sa compagne, sa muse, son égérie, peut-être celle qui travaille le plus en fait, Isabelle Chopin, à qui nous pourrons faire avouer ce que c'est que d'endurer de travailler dans une maison d'édition dont on ne parle pas le prénom. Voilà. Et avec nous, donc une auteure vedette de la maison, on peut le dire comme ça, hein. Il y a un an, on n'aurait pas dit ça, mais désormais, c'est le cas. Laure Lamandin, qui a signé donc un livre très remarqué à la fin de l'année dernière, hein, qui a été un cadeau de Noël très couru dans les librairies, qui est Laure Lamandin, l'auteur de La Bordelaise, voilà, qui sera le livre autour duquel nous parlerons aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons demandé dans la salle à ce qui est principalement des Bordelaises pour écouter. À la limite, quelques bouscataises s'il fallait, hein, mais bon, c'est une tolérance, voilà. Donc je les remercie d'avoir répondu présente à ce rendez-vous. Et alors, c'est un rituel dans notre échange, puisque c'est une rencontre autour des éditeurs néo-aquitains. Nous allons d'abord un peu parler de la maison d'édition qui vous a accueilli. Vous avez le droit d'intervenir pour vous plaindre, ou pour faire des remarques, ou pour raconter de l'intérieur ce que c'est qu'être un auteur Hervé Chopin, puisque nous ne pourrons pas faire témoigner les best-sellers portugais. Alors, Isabelle, parlez-nous un peu d'Hervé Chopin, la naissance de cette maison d'édition. C'est l'air de rien une des plus grosses maisons d'édition de la région. Hein, c'est peut-être la première ou la deuxième même, donc une maison importante, en tout cas économiquement. C'est une maison qui n'est pas très jeune, hein. C'est une maison qui a déjà une belle histoire. Hein. Alors quand on voit ses maîtres et patrons, on a l'impression que l'édition conserve une éternelle jeunesse. Hein. Alors racontez-nous un peu comment est née cette maison d'édition, qui ne s'est pas toujours appelée Hervé Chopin d'ailleurs. Oui. Alors, la genèse, effectivement, est assez loin, puisque Hervé, mon mari, qui est quand même là et qui va repartir tout à l'heure pour récupérer les enfants, a fondé la maison en 1994. Donc, c'était tout jeune diplômé. Il a monté la maison, mais à l'époque, pour publier des livres coup de cœur, il en publiait à peu près 2 ou 3 par an. Et essentiellement sur les Antilles où sa sœur vivait et où elle était photographe. Donc c'était, je dirais, ça un peu son plaisir et sa danseuse. Et à ce moment-là, il a publié avec sa sœur un titre qui s'appelait Les Antilles d'antan, sur les Antilles à travers la carte postale ancienne. Ça a été un grand succès. Et nous, quand on s'est rencontrés dans les années 2000, en 2004, on s'est vraiment lancé à 100% sur la maison d'édition. Donc, elle est née une deuxième fois en 2004, ce qui fait quand même un moment aussi. Et là, on a lancé cette collection Images d'antan. Donc là, j'ai vu que vous aviez sorti Bordeaux d'antan, une collection sur les villes et les régions de France à travers la carte postale ancienne. Un très beau support. Donc la carte postale ancienne, c'est 1900-1920, c'est l'âge d'or, c'est une magnifique phototypie qui nous permet de faire des agrandissements à très grande échelle et de très grande qualité. Et donc on a sorti à peu près 120 titres, un peu plus aujourd'hui. Donc, ça nous a propulsé et ça nous a permis de développer notre maison d'édition. Ça, c'était donc il y a presque 20 ans, effectivement, 2004. Et depuis, on a fait évoluer notre catalogue parce que quand on publie des livres, on fait énormément de rencontres, vous le savez, et que ces rencontres génèrent des envies, des projets, et que donc notre catalogue s'est étoffé. Aussi bien sur la partie beaux livres, donc illustrés, sur essentiellement l'art et le patrimoine, et aussi sur la littérature à partir de 2011, puisqu'on a lancé nos premiers romans historiques en 2011. Alors, Hervé Chopin, c'est pas un nom qui sonne très bordelais, hein, ça fait très polonais, Chopin. Vous n'êtes pas une maison bordelaise depuis très longtemps. On pense même que vous étiez dans les wagons qui contenaient ces fameux Parisiens qui sont descendus à la gare Saint-Jean. On a repéré les convois. Pourquoi êtes-vous devenu bordelais? Alors, qu'est-ce qui fait
pendant longtemps, vous étiez aux Antilles, même. Enfin, vous aviez des contacts avec les îles lointaines. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous installer à Bordeaux? C'est pas une question piège, hein, du tout. Oui. Alors effectivement, on est arrivé avec le wagon de 2017 pour des raisons très personnelles, effectivement, attiré par la douceur de vivre de Bordeaux et de sa région, qui était déjà bien présente parce que c'est après des raisons familiales et personnelles, mais qu'on connaissait déjà bien. Et puis le climat et l'ambiance à Paris étant ce qu'ils étaient déjà à l'époque, je crois qu'on était bien, on avait une bonne intuition de quitter Paris. Donc c'était une raison personnelle, mais étant donné qu'on avait notre maison, on a proposé à notre équipe à Paris de nous suivre. Eh bien, étonnamment, elle ne nous a pas suivis alors qu'on avait que des jeunes éditrices qui rêvaient de quitter Paris. Et en fait, quand on leur a proposé la chose, elles nous ont dit ah bah non, finalement, des raisons toujours très personnelles. Donc, on a reconstitué en 2017 toute notre équipe et nos bureaux à Bordeaux, donc au centre de la ville, pas très loin d'ici. Alors, vous êtes donc une jeune maison d'édition bordelaise, mais vous auriez pu rester une maison nationale, ce que vous êtes resté, mais vous avez tenu quand même à vous inscrire dans le paysage bordelais et régional, en développant des collections, etc. Alors, justement, ça, c'est un axe que vous avez développé, le régionalisme. Alors, quelle est la couleur du régionalisme chez Hervé Chopin? Comment il se traduit? Eh bien, je dirais que c'est un régionalisme national, justement. C'est-à-dire que on travaille sur les régions, sur beaucoup de régions, avec, comme je disais, puisque l'édition, ça reste un métier de cœur, de passion et de rencontre, avec des points d'attachement forts. Donc, on avait celui très fort, effectivement, au départ de nos origines, à savoir moi à Marseille, Hervé la Bretagne. Donc, on a développé pas mal de choses. Nos titres étant de toute façon régionaux, on a rayonné au niveau régional, mais sur un plan national. Donc, c'est effectivement une difficile lisibilité pour les libraires peut-être. Mais donc, on a de la région et du régionalisme un peu partout. En Alsace aussi, de manière un peu plus appuyée, pour des raisons toujours historiques, familiales, de rencontres. Voilà. Mais on a quelques points forts. Et puis, quand on est arrivé à Bordeaux, bien évidemment, étant donné que notre travail est toujours celui aussi sur la partie patrimoine, de développer des projets avec des institutions. L'idée en arrivant à Bordeaux, c'était aussi de développer ce pan-là, puisque la région avait tellement à offrir. Donc on a commencé au fil de nos rencontres à tisser des liens. Ça s'est traduit par quel titre alors? Est-ce qu'il y a pas de collection néo-aquitaine, par exemple? Il n'y a pas de collection néo-aquitaine, c'est à travers effectivement toutes nos collections. Donc on a effectivement donc sur la collection Images d'antan pas mal de titres qui correspondent à la région, que ce soit à Bordeaux, le Pays Basque, le bassin d'Arcachon. Enfin bon, on va assez loin sur la partie de la collection Images d'antan. Et puis on a développé une collection sur les monuments historiques. Avec la DRAC notamment. Donc on a publié le premier titre, c'était Monuments historiques de Charente-Maritime, puis on a publié les Monuments historiques de Charente, et récemment on a publié un très bel ouvrage sur les jardins remarquables de Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, on développe petit à petit, tranquillement. Ce sont des sillons qui sont lents et longs toujours. Une collection sur la région au fil de nos envies et de nos rencontres. Et une des rencontres a été effectivement celle de Laure Lamandin et de la Bordelaise, qui a été pas un monument historique. Pas encore. L'habileté d'Isabelle qui fait la transition pour qu'on lui pose peu de questions. Et je vais arriver, mais il y a une petite transition néanmoins parce que dans le livre de Laure Lamandin, il y a un petit clin d'œil, je pense, l'éditeur, qui est que la première page parle de l'auteur best-seller d'Hervé Chopin. Hein, ça ne vous a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé. Alors, c'était un clin d'œil, c'était pas c'est une anecdote vécue. Une anecdote vécue, donc racontée par l'éditrice, j'imagine. Alors, justement, Hervé Chopin, c'est aussi un éditeur de littérature et qui fréquente les auteurs des classements parfois. Alors, quelle est la vision de la littérature selon Hervé Chopin? Qu'est-ce que vous éditez en littérature? Alors en littérature, on édite à peu près une douzaine maximum de titres par an déjà. On essaye de ne pas être trop
de publier trop, puisque c'est la problématique de l'édition en règle générale et en littérature en particulier. Donc on essaie pour chacun de nos titres déjà de publier un best-seller en devenir, c'est-à-dire que chaque titre on y croit énormément. On a commencé avec le roman historique, puisque c'était effectivement un chemin logique au vu de nos collections qui étaient toujours ancrées dans l'histoire, et que au moment où on a lancé la collection en 2011, on avait aussi une revue qui s'appelait Actualité de l'Histoire et qui nous a fait rencontrer énormément d'auteurs de romans historiques. Donc ça a été notre premier titre, ça a été un roman en 2 tomes de Claude Mossé qui s'appelait Les Borgia, et c'était au moment où la série télé allait sortir, ce qui nous a porté et ce qui a permis aussi de nous lancer, parce que ça a très bien fonctionné tout de suite, on a eu beaucoup de chance. Et effectivement, en 2012, on était toujours sur cette partie roman historique. Au départ, c'était vraiment notre ligne. On a découvert José Rodriguez dos Santos, qui était plutôt dans le thriller historique, et on a publié La Formule de Dieu, qui a été un très gros succès, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on a à peu près 500 000 exemplaires qui ont été vendus, tout format confondu, et que c'est un auteur qui continue de très bien vivre et de très bien se porter en France avec des lecteurs français et fidèles. Alors, petite question un peu pénible, parce que on n'est pas là non plus uniquement pour jeter des fleurs. Est-ce que ça n'a pas un peu emprisonné la maison dans une logique un peu justement de best-seller, de livres très grand public, qui vous interdit peut-être d'aller sur des voies un peu plus inattendues, ou est-ce que vous n'êtes pas enfermé là-dedans? Alors, c'est enfermé ou ouvert, hein, je veux dire, mais... En fait, c'est une très bonne question. Ce que vous dites, c'est malheureusement l'image qu'on peut avoir. Effectivement, notamment auprès des libraires, des bibliothécaires, je ne sais pas. Ah non, le bibliothécaire est beaucoup plus ouvert. Voilà. Mais il est évident que d'avoir réussi à avoir un succès très fort tout de suite, ça nous a mis dans une case. Oui, les Français aiment bien les cases. Voilà. Et ça nous a mis dans une case. C'est génial d'être dans une case, oui, quand il fait chaud. C'est super. Oui. Non, mais si c'était le cas. En revanche, nous et moi, puisque c'est mon travail de justement rechercher ces auteurs et ces textes, il est effectivement pas du tout de me cantonner à des auteurs de best-sellers qui seraient, comme on dit, superficiels, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas de José, mais on aime bien classer aussi comme ça. Best-seller n'est pas nécessairement ni superficiel, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Hein, mais c'est souvent malheureusement un raccourci qu'on peut faire. Et donc moi, mon travail justement aujourd'hui, c'est de montrer que on a une offre en littérature qui est très riche et qui est très belle, qui est loin d'être effectivement classable et casable, et de pouvoir faire connaître et faire lire tous nos titres aux libraires, aux bibliothécaires, et montrer qu'on a une offre qui est vraiment très diversifiée, parce qu'on a aussi bien des auteurs français qu'étrangers, et qu'on ne se cantonne pas à du format grand public. Et j'aime pas non plus cette expression, parce qu'en fait, grand public, ça a un côté très péjoratif en France, alors que grand public, ça peut aussi s'accompagner d'une grande qualité de texte et notamment en littérature. D'accord. Alors, on va revenir vers du grand public bordelais. Puisqu'on a fait la transition tout à l'heure avec Dos Santos. Vous avez parlé de cette rencontre. Alors, on a ce fameux beau livre. Est-ce que je pose la question à l'éditrice ou à l'auteur, ou on aura 2 versions? Elles sont complices. Hein, elles sont complices. Bon. On verra ça au moment des droits d'auteur. Et est-ce que, alors comment c'est passé? D'où est venue cette idée? Curieusement, qui n'a jamais germé dans l'idée de personne. Hein, de sortir un livre sur la Bordelaise. En fait, l'idée est venue de moi, on peut le dire. Enfin, c'est avant tout ce livre. On n'entend pas très bien. Là, c'est mieux ou pas, non? Non. Allez-y. Donc moi-même, je suis devenue une Bordelaise. Je suis une ancienne Parisienne. Je suis arrivée à Bordeaux il y a une 20aine d'années, en fait. Ah oui, donc c'est tout récent. Donc c'était hier, et voilà. Et j'étais effectivement, je suis tombée tout de suite sous le charme de cette ville. Et pour arriver sur notre rencontre, Hervé et Isabelle Chopin se sont installés à Bordeaux il y a 4 ans à peu près maintenant, enfin 2017, et par le biais de nos relations dans l'édition, puisque moi-même je suis éditrice pour différents éditeurs parisiens encore. On a été mis en relation. Je suis allée les voir, et ils m'ont demandé si j'aurais une idée à leur proposer pour justement développer et lancer leur collection régionale, un sujet régional. Et là, je leur ai proposé tout de go de faire un livre sur la Bordelaise,
qui serait un petit peu un clin d'œil à la parisienne que j'ai été, évidemment la parisienne d'Inès de la Fressange par exemple, et en leur disant après tout la Bordelaise mérite bien un livre, et je pense qu'il y a énormément de choses à raconter autour de ce personnage, et voilà, et en fait et en fait, ça a résonné tout de suite parce qu'effectivement, moi, nouvellement arrivée, j'avais un regard très neuf sur les Bordelaises et effectivement, je ne cessais de m'émerveiller sur cette particularité suite à mes 20 ans passés à Paris, après les 20 ans à Marseille. Et du coup, je me disais, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Et quand Laure a parlé de ce projet, en fait, ça a tout de suite fait tilt. Et c'est justement, comme je disais, toujours ces questions de résonance et de rencontre. Et d'intuition partagée, en fait. Et bien que le sujet puisse paraître relativement léger, voire superficiel, bon, que dire sur la Bordelaise, au-delà de parler de son élégance, de sa manière de s'habiller, etc. Mais en fait, on partageait la même intuition ensemble, qu'il y avait autre chose à dire, autre chose à raconter. Et cette histoire, je la raconte sans prétention, hein, avec beaucoup de légèreté, mais aussi parfois un peu de gravité. C'est une manière aussi, bien sûr, de raconter la ville, puisque la Bordelaise ne peut pas exister sans sa ville, qui est un théâtre de représentation. Alors, est-ce que c'est un livre qui comble une sorte d'absence? Est-ce que, en fait, la parisienne, on n'en parle plus toujours, etc. Mais est-ce que la Bordelaise, c'est une sorte de sujet un peu évanescent? Est-ce que, quand vous êtes lancé, vous vous êtes dit tout de suite, je sais vers où je vais? Ou alors, est-ce que je vais m'ouvrir en me disant, je sais pas sur quoi je vais tomber? Non, je savais pas forcément tout à fait sur quoi j'allais tomber. Je voulais déjà voir ce qu'il y avait derrière les stéréotypes associés à la Bordelaise, en particulier le stéréotype de la grande bourgeoise un peu guindée, chartrenaise entre guillemets, austère, d'une discrétion farouche qui protège jalousement ses secrets. Mais je sentais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la Bordelaise, l'incarnation plutôt gasconne, plus ibérique, plus extravertie de la Bordelaise, de cette Gasconne au verbe haut. Je me disais qu'il y avait déjà cette double facette que j'avais déjà ressentie aussi dans la ville, parce que cette ville est merveilleusement belle, mais il suffit de passer de quartier en quartier pour se sentir aussi dans une autre atmosphère. Et en fait, non, j'avais quelques intuitions, quelques postulats entre guillemets, mais tout ça sans prétention. J'ai une formation de sociologue, et j'avais envie de voir si je pouvais effectivement confirmer ces postulats et surtout découvrir d'autres facettes, à la fois à travers des interviews. Oui, voilà, c'est comment avez-vous travaillé alors? Alors en fait, et c'est là que technique. Je suis allée en bibliothèque et ça a été franchement merveilleux parce que c'était juste avant le confinement. Et retourner en bibliothèque quand on n'a plus 15 ans, consulter les rayonnages, feuilleter des ouvrages qu'on n'aurait jamais l'occasion de feuilleter, des ouvrages historiques, interroger le bibliothécaire. Je suis même allée au fonds patrimonial, enfin pour faire ressortir des livres qu'on ne voit jamais. Et ça a été une des premières pistes qui ont nourri ma réflexion et mon enquête, parce qu'en fait ce livre, je l'ai écrit aussi un peu à la manière d'une enquête, qui est ce personnage, c'est un peu un docu-fiction d'une certaine façon, donc enquêter sur ce mystérieux personnage de la Bordelaise, donc aller en bibliothèque, passer des heures à feuilleter des ouvrages et à tomber sur certaines pépites. C'est comme ça que je suis tombée sur cette encyclopédie publiée au 19e siècle, une encyclopédie sur les morales sur les Français, dans laquelle j'ai découvert qu'il y avait un article entier consacré par un certain auteur, André Delrieux, que personne ne connaît, mais qui était un auteur dramatique de la génération de Balzac, et qui a écrit dans cette encyclopédie un article complet sur la Bordelaise. Et ça nous a immédiatement conforté en nous disant là vraiment il y a un fil rouge à tirer. Mais pourquoi s'être autant entiché de la Bordelaise? Et on en a à la fois ri et en même temps on s'est dit tiens, là il y a vraiment quelque chose. Donc je suis allée bien sûr aussi sur internet, là, enfin là il y a pas de mystère à cela. J'ai forcément tapé dans la barre de moteur de recherche la Bordelaise pour voir ce qu'elle allait sortir. Alors après il faut aller au-delà bien sûr.
il faut aller au-delà des clichés, mais c'est comme ça qu'on peut tirer aussi grâce à l'arborescence fantastique d'Internet et en allant sur des sites un peu plus spécialisés et sérieux, hein, comme la BNF, Gallica, etc., de croiser des recherches à la fois documentaires sur de l'iconographie et puis aussi de tomber sur je suis tombée sur très rapidement sur des guides qui ont été publiés au 19e, des guides touristiques dans lesquels, n'en déplaise aux féministes d'aujourd'hui, mais c'est vrai que ça paraît un peu kitsch, un peu rétro, mais au 19e, dans ces guides, les auteurs mettaient en valeur la bordelaise, et on va parler des grisettes aussi, mais enfin, à ne manquer sous aucun prétexte, de la même façon qu'il ne fallait manquer sous aucun prétexte la dégustation d'un grand Bordeaux. Il y avait comme ça des merveilles à Bordeaux absolument incontournables. Donc voilà, j'ai bien sûr croisé tout cela avec des interviews contemporaines, à la fois de bordelaises. Ce sont de vraies interviews, hein, parce que parfois on se demande est-ce que c'est des fictions? Il y a une partie presque un peu fictionnelle dans le livre. Non. Ce sont des vraies rencontres. Alors oui, j'en parlerai aussi. Effectivement, il y a une partie fictionnelle qui est plus personnelle et plus littéraire, parce que moi-même je me suis projetée dans ce personnage de la bordelaise, qui peut être aussi un personnage un petit peu rêvé, mais ça, voilà, ça fait partie du mythe. Mais les interviews existent réellement, et d'ailleurs j'ai cité la plupart des femmes et des hommes que j'ai interviewés à la fin du livre. Donc certaines figures locales entre guillemets, des femmes connues ou moins connues, mais qui toutes m'ont livré de manière très spontanée et très enthousiaste. D'ailleurs, que ce soit acide ou que ce soit admiratif, leur vision de la bordelaise, elles avaient toujours quelque chose à dire. Voilà, et j'ai aussi bien sûr interviewé des anciennes parisiennes installées à Bordeaux et des hommes aussi, bien entendu. Alors vous dites, vous avez cette formule assez jolie qui dit que la parisienne est un mythe, la bordelaise est un mystère. Alors s'il fallait la définir, en disant ça, vous expliquez aussi que si c'est un mystère, c'est qu'il faut le dévoiler, voilà. Et si vous deviez le dévoiler, ce mystère, est-ce que vous avez le sentiment d'abord de l'avoir dévoilé, ou alors au fur et à mesure que vous creusiez, vous vous rendiez compte que le mystère s'épaississait? Je pense que ce mystère continue d'exister. Il fait partie du charme d'ailleurs de la bordelaise. Il y a un mystère qui est associé bien entendu au caractère, je dirais un petit peu plus aux origines un peu anglo-saxonnes d'une partie des bordelaises, qui est liée au 18e. À la vogue du négoce, etc. Et à toute cette aristocratie installée dans des quartiers comme les Chartrons et autres, et aussi dans cette architecture et cette ville du 18e avec ses façades magnifiques, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ça, de nombreux auteurs en ont parlé. Jean-Marie Plane, Pierre Véité ont écrit des choses très belles sur le mystère de ces vies qui se cachent derrière ces façades, parce que c'est vrai que même encore aujourd'hui, on le ressent. Bordeaux est une ville qui est un théâtre de représentation, et j'ai toujours ressenti et j'ai toujours été conquise d'ailleurs par l'élégance avec laquelle la bordelaise déambule dans ses décors et se fond dans ses décors, mais aime se mettre en valeur en représentation, mais aime aussi conserver le secret justement de ce qui fait sa vie personnelle, des lieux qu'elle fréquente, etc. Et de ces portes massives que l'on franchit et derrière lesquelles on ne sait plus très bien ce qui se passe. Oui, parce que Bordeaux, c'est quand même considéré comme une ville de la dissimulation, quand même. C'est de la ville où on sait très bien se cacher. Les maisons sont assez austères, finalement. Les maisons sont assez austères. Ça cache des salons extraordinaires, mais de l'extérieur, c'est juste une pierre un peu chaude. Exactement. Et la bordelaise est un peu dans ce paradoxe, alors, en quelque sorte. Oui, je pense que la bordelaise est un petit peu dans ce paradoxe. Ce paradoxe qui est aussi le paradoxe de la ville de Bordeaux, que l'on taxe beaucoup d'anglomanie, mais qui est aussi une ville du Sud. C'est Stendhal le premier qui a écrit que Bordeaux était une ville d'abord capitale du bonheur de vivre, mais une ville aussi sudiste que Valence. Et qui dit ville du Sud dit chaleur, exubérance, joie de vivre. Et c'est quelque chose que l'on ressent dans Bordeaux aussi, que dès que l'on va vers les Capucins, vers la Victoire, etc. Et de plus en plus aujourd'hui, où il y a même des bars à tapas qui s'installent, et il y a un petit côté Barcelone, et on s'en réjouit. Et je pense que cette
cette double facette de la ville, effectivement, ça fait partie aussi de la double facette, enfin des multiples facettes de la Bordelaise. Voilà, dont j'apprécie énormément l'hédonisme, la joie de vivre, qui est une femme qui sait s'amuser, jouir de la vie, et qui aime la gastronomie, la cuisine, les grands vins. Ça, vous pensez que ça distingue vraiment? Parce que moi, je suis bordelais depuis toujours, hein, donc je ne connais que des bordelaises. Enfin, Dieu merci, non, mais mais est-ce que véritablement c'est quelque chose qui les distingue? Vous parlez, alors vous citez Johanna Schopenhauer, qui est un personnage très étonnante. Très étonnant. Vous appelez la Madame de Staël allemande, qui a fait un voyage, qui a fait un compte rendu de voyage assez singulier. Elle parle précisément de la beauté des femmes de cette ville, mais est-ce qu'on peut vraiment parler des beautés d'une femme particulière? Est-ce que ou alors c'est cette idée de croisement que vous évoquiez? Oui, voilà. Vous parlez de l'Angleterre un peu, mais on peut parler beaucoup de l'Espagne. On peut aussi parler du fait que c'était un port hanséatique quand même. Voilà, on a quand même un peu plus loin des Scandinaves. Il y a des Scandinaves, il y a des origines Danois, germaniques, les colonies allemandes étaient les premières. Il y a des Irlandais colonies. Quand même. Il y a des maires de Bordeaux qui étaient d'origine irlandaise. Oui. Donc est-ce que finalement c'est pas une ville de brassage? C'est totalement une ville de brassage. Hein. Il y a beaucoup d'Espagnols qui sont bien sûr installés à Bordeaux. Et depuis très longtemps. Vous parlez des Maranes, des Portugais. Je le raconte parce que ça me paraissait aussi important et utile pour comprendre un peu ce personnage, éclairer ce personnage de la Bordelaise, de voir quelles étaient ses origines. Et effectivement, ses origines sont très cosmopolites. Et Johanna Schopenhauer, d'ailleurs, le décrivait très bien en parlant à la fois de la blondeur effectivement, qui est plus héritée de ses caractères germaniques ou anglo-saxons de la Bordelaise. Mais la Bordelaise, c'est aussi la brune, plus ibérique, que l'on m'a décrite aussi de nombreuses fois. Donc il y a effectivement ce croisement, ces influences croisées, et qui génère, c'est vrai, une majorité de jolies femmes, en tout cas des femmes qui ont du caractère. Mais est-ce qu'on peut encore même si on a retrouvé une photo très amusante d'une reine de beauté bordelaise au 19e, mais avant tout aussi, c'est un port de tête. Certains m'ont évoqué aussi le port de tête des Andalouses, de comparer la Bordelaise avec des Andalouses, parce que la Bordelaise est aussi fière. Il y a une fierté à habiter, à incarner, à être un peu la gardienne de cette ville. Donc voilà, effectivement. Après, on peut pas parler de caractéristiques physiques non plus trop typées. On peut le faire pour l'Espagne. Oui, si je peux, effectivement, justement, parce que le sujet est intéressant et il résume bien notre problématique qui a été la problématique éditoriale du livre tout au long de sa conception et construction. C'était de réussir à trouver cet équilibre pour ne jamais tomber dans la caricature, parce que là, et dans le cliché, c'est quand même extrêmement difficile de dire on a envie de parler légèrement de la Bordelaise parce que oui, on sent qu'il y a quelque chose qui s'en dégage, mais on n'a pas du tout envie de commencer à faire un portrait robot d'une femme telle que on pourrait se l'imaginer. Et donc la nuance et la subtilité tout au long de notre travail, c'était de réussir à sortir des traits de caractère, à faire quelque chose de recherché et d'intéressant, mais de ne jamais tomber dans la caricature. Et je pense que Laure a vraiment réussi ça à force de rencontres, à force de travail et de recherche. Et effectivement, moi je me rappelle qu'au début, quand on parlait notamment aux Bordelaises, amies qu'on connaissait de notre projet, au tout début du livre, c'était les Bordelaises elles-mêmes qui me disaient mais qu'est-ce que vous allez dire sur les Bordelaises? Qu'est-ce qu'il y a à raconter? Qu'est-ce qu'il y a de si... D'ailleurs, je l'ai raconté. Oui, mais c'était des coquetteries. C'était de la coquetterie, mais elles étaient quand même curieuses, elles se demandaient. Et quand on disait mais tu n'imagines pas ce qu'on peut trouver, et ce que trouve Laure dans ses recherches au niveau même du coup littéraire, sociologique, etc. Il y a des trésors incroyables, et depuis même avant la Révolution française, on parle de cette Bordelaise comme on peut parler de la Parisienne. Et donc voilà, c'était juste pour rappeler que on a essayé de rester dans la nuance. C'est très difficile, et là quand on en parle, on pourrait avoir l'impression de caricaturer quelque chose. C'était pas le but du livre. Non, mais moi j'ai pas cette impression-là. Mais Laure était sur un fil, en quelque sorte. Oui, j'étais sur un fil. Il faut être un peu léger.
et en même temps, s'appuyer sur des références. Voilà, de l'asseoir aussi sur des références historiques et littéraires qui pouvaient aussi, enrichir le lecteur d'informations et d'une culture autre, d'une manière autre d'évoquer l'histoire de la ville à travers à travers une de ses gardiennes. Vous employez souvent le mot mythe d'ailleurs, hein, comme si vous vouliez à la fois l'illustrer et en même temps un peu le nuancer. Vous parlez du mythe alors on va l'évoquer, le mythe de la bourgeoise bordelaise. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que ce mythe de la bourgeoise bordelaise? Est-ce que ça existe? Moi je vous dis ça parce que j'ai grandi dans un milieu de bourgeois bordelais, j'ai grandi à Tivoli et en face il y avait Grand-Lebrun. Et c'était pas les mêmes genres de bourgeois bordelais quand même, hein. Les mères s'habillaient pas pareil. Et on avait le sentiment que c'était des classes différentes. Pourtant, c'était la même classe. Différents types de bourgeoises bordelaises. Voilà. Il y a effectivement une sociologie de Bordeaux. Mais est-ce que c'est un mythe, la bourgeoise bordelaise? Ou est-ce qu'elle ressemble à la bourgeoise lilloise? Alors, je ne connais pas assez bien la bourgeoise lilloise pour pouvoir répondre précisément. Non, mais vous savez, dans La vie est un long fleuve tranquille, il y a la fameuse bourgeoisie lilloise. On avait l'impression de voir parfois des Bordelais, quand même, qui sortaient de Saint-Seurin. Non, je pense que il y a un mythe dans le sens où, déjà, lorsque l'on s'installe, en tout cas, jusqu'à présent, lorsqu'on disait qu'on allait s'installer à Bordeaux, immédiatement, tous les Bordelais que l'on pouvait connaître ou d'autres nous disaient attention, vous allez avoir un mal fou à vous intégrer, voilà, justement avec cette bourgeoisie, cette froideur, cette distance. Et donc on peut considérer que c'est effectivement voilà le genre de bordelaise qu'on croise, qui abandonne son enfant. Voilà. Bon, non, ça arrive aussi. En fait, pour moi, le mythe de la bordelaise, c'est un petit peu plutôt sans employer de références prétentieuses, mais c'est pour faire référence un petit peu à la mythologie de Roland Barthes, c'est-à-dire quelles sont finalement les caractéristiques qu'on lui trouve et qui définissent ce personnage. Vous définissez beaucoup par les éléments qui la constituent. Qui la constituent. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité que le sommaire de l'ouvrage se nous permette aussi de nous promener de facettes, d'évoquer les différentes facettes de la bordelaise à travers des contes, à travers des références historiques et littéraires. Mais par exemple, je parle de la pudeur et de la discrétion qui, je pense, sont une des caractéristiques fortes d'une partie des bordelaises et en particulier de celles qui ont reçu ces origines anglo-saxonnes. Mais vous dites, est-ce que je peux vous couper, la discrétion ou le goût du mystère, ou le goût du mystère. Voilà. Mais juste après, j'enchaîne sur l'audace et le caractère. Et parce qu'il y a ces deux types de personnalités de bordelaises qui peuvent d'ailleurs qui peuvent être dans la même personne. Qui peuvent être dans la même personne. Mais habiter Bordeaux, en tout cas dans le centre historique de Bordeaux, c'est forcément aussi habiter ce décor, habiter et se fondre dans ce décor et hériter de ces codes. Je pense qu'il y a aussi une transmission de codes qui se fait depuis des siècles et qui bien sûr évidemment rajeunit aujourd'hui. La bordelaise est un peu plus bohème qu'elle ne l'était avant, mais il y a des choses qui perdurent et il y a un art de vivre qui perdure. Ça, vous pensez que c'est le décor qui aurait presque tendance à déteindre en fait un peu? En fait, il y a d'une certaine façon une osmose entre effectivement la beauté de l'architecture de la ville et l'élégance des femmes qui la traversent. Un photographe, un grand photographe de l'agence Vue, qui est un Tourangeau au départ, qui m'en a parlé dans des termes très très intéressants, en me disant, lorsque je suis arrivée à Bordeaux, j'ai été frappée par la beauté de ses habitantes et j'ai tout de suite pensé et ressenti qu'il y avait une attention à l'esthétique dans cette ville qui était le propre de toutes les classes sociales. Enfin, voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que vous dites, alors vous parlez de attention à l'esthétique, c'est effectivement aussi une élégance, qui peut constituer pour ces jeunes femmes, jeunes étudiantes qu'on voit à la Victoire avec 3 fois rien, mais elles ont une allure, un style, et c'est vrai qu'elles se fondent dans les décors et c'est très beau à regarder. Vous parlez jamais de caste en même temps, hein. Non, parce que je voulais pas faire un ouvrage. Il s'agissait pas de faire un ouvrage sociologique. Et de dénoncer. Non, mais même souvent, mais dire qu'il y a pas finalement, les frontières sont assez floues. Enfin, c'est pas des. Même si le Bordelais sait que il y a des grandes familles qui se marient entre elles, qui arrivent à prolonger pendant des siècles. Quand même, il y a des familles quand on voit les Crous, ces gens-là. Mais à côté de ça, ça n'a pas distrait d'une autre. Alors, vous parlez par exemple de la Grisette. Quand même un personnage assez étonnant. Oui, parce que déjà qu'on a un peu oublié d'ailleurs. C'est un personnage effectivement qu'on a oublié, mais qui était un personnage qui était
très souvent citée dans ces guides du 19e que j'évoque. En fait, la grisette bordelaise était considérée là aussi comme la plus jolie des grisettes de France. C'était des jeunes femmes qui travaillaient dans la confection, qui étaient vendeuses de bonnets, de bonnetterie, et qui étaient surtout des jeunes femmes assez espiègles, mais surtout libres. Enfin voilà, libres d'assurer leur existence. En général, elles étaient parfaitement indépendantes, et elles étaient surtout admirées pour leur coquetterie charmante et leur façon de donner du style à leur accoutrement, avec un petit collier, enfin, une mèche de cheveux autour du cou, un foulard noué de manière charmante. Et ces grisettes étaient très souvent observées par les grandes bourgeoises bordelaises, observées avec envie, parce que ces autres femmes étaient plutôt confinées dans des salons. Et toutes ces femmes, toutes ces dames se retrouvaient aux allées de Tourny le dimanche pour parader. Mais la grisette faisait bien souvent tourner la tête. Oui, finalement, l'élégance, elle est un peu partout. Hein. Et la grisette incarne plutôt la facette, justement, plus joyeuse, plus solaire, libre, peut-être plus solaire de la bordelaise. Alors, vous avez un art assez consommé dans ce livre, je trouve, de l'oxymore. Vous avez souvent tendance, très joliment, à associer dans une même phrase deux choses qui ont l'air opposées. Et vous dites notamment que l'art de la bordelaise, c'est un art de briller en s'effaçant. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Comment peut-on briller en s'effaçant? Là, effectivement, vous vous êtes arrêté sur une petite formule de style. Oui, moi, je trouve très jolie. C'est vrai que je me suis fait aussi plaisir. Enfin, l'idée, c'était de raconter des histoires aussi, des contes, et de se projeter dans des personnages associés à la bordelaise, mais qui n'existent pas forcément dans la réalité. Mais briller en s'effaçant. Je pense qu'aujourd'hui, on vit une époque où tout doit être étalé, mis en scène, mis en lumière à travers les réseaux sociaux, à travers une certaine obsession de l'image, voilà. Et je pense que il y a quelque chose peut-être d'intéressant à prendre le contre-pied de cette mode, et de chercher justement à sortir du lot, à faire la différence, mais sans forcément se mettre en avant, et du coup en s'effaçant, en donnant effectivement le meilleur de soi-même, mais en sachant aussi se mettre parfois un petit peu en retrait. Et c'est quelque chose dont on peut s'inspirer en observant les bordelaises dont je parle. Alors, vous dites que vous parlez aussi, alors on n'a pas évoqué ça, mais j'aimerais bien qu'on en parle, du fait que le livre est quand même très joliment illustré, de dessins de Camille Quid. Exactement. Alors, Quid de Camille. Comment s'est fait le travail avec Camille Quid, que je ne connaissais pas? Voilà, quand on parlait de l'histoire d'une belle rencontre, c'est aussi l'histoire de cette rencontre avec cette illustratrice de grand talent, avec laquelle, grâce à Isabelle, nous avons noué une complicité immédiate. Et en fait, on a fonctionné vraiment par aller-retour. Je lui envoyais des débuts de texte, des extraits de texte, des citations, quand j'ai commencé à construire un petit peu ce personnage de la bordelaise. Et Camille, à ce moment-là, prenait son crayon et dessinait ces femmes aussi avec sa propre culture, ses propres envies. Voilà. Et elle-même avait commencé une série, je crois, sur les bordelaises quand on s'est rencontrés. Oui, tout à fait. En fait, moi, je l'ai rencontrée et je l'ai découverte en tant que jeune néo-bordelaise, parce que tout simplement, c'était une jeune maman de cercle d'amis. Donc, je suivais son compte, qui était un compte Instagram, et je trouvais qu'elle croquait la bordelaise de manière très fraîche, très vraie, et effectivement avec toutes ces petites singularités dont on pouvait parler avec Laure. Et quand on a évoqué le projet avec Laure, j'ai tout de suite pensé à Camille Quid, et quand on l'a contactée, elle nous a dit mais c'est incroyable, parce qu'en fait la bordelaise c'est mon support et c'est mon sujet favori. Elle avait effectivement dans le cadre d'un groupe d'illustrateurs travaillé sur le concept de la bordelaise pour faire des affiches, et donc elle était complètement dedans. Elle était absolument baignée dans ce regard un peu décalé et humoristique, ce qui nous a permis aussi de garder cette espèce d'équilibre de la bordelaise, avec ses côtés effectivement parfois un peu en retrait, puis totalement exubérant, et on ressent à peu près tout ça. Cette élégance, c'est vrai que, oui, on peut feuilleter le livre, il y a différentes entrées.
différents niveaux de lecture, et on prend un grand plaisir aussi à feuilleter cet ouvrage grâce aux illustrations de Camille qui viennent en écho à ces différentes touches. Oui, à la et puis qui joue une carte très contemporaine, hein, et jamais dans la sursophistication. C'est ça qui est étonnant, c'est que elle a plutôt insisté sur le côté léger. Oui, mais c'est ce qu'on souhaitait effectivement, que ça soit élégant mais léger. Jamais trop appuyé. D'accord. Alors le livre aborde beaucoup d'aspects. Hein. C'est un livre assez dense, curieusement, hein, qu'on pourrait imaginer que c'est un livre léger, etc., avec ce que les dessins peuvent laisser entendre. Mais en fait, il y a beaucoup de. On sent que c'est un livre qui a demandé quand même beaucoup de travail. Oui, c'est un livre qui a demandé plus de 2 ans de travail et il faut de recherche. Voilà, il faut le rappeler. De retour le titre, en bibliothèque. Voilà. Vous avez écumé les bibliothèques, mais vous n'avez pas voulu en rester uniquement au mythe, à la beauté des femmes, même si vous l'évoquez, mais aussi parler des personnalités. Et vous dites notamment que il y aurait presque, alors c'est une formule à la mode, mais il y a une sorte de femmes puissantes à Bordeaux. Bordeaux engendrerait aussi un certain type de femmes de caractère. Et vous en citez quelques-unes. Alors parlez-nous un peu de la Bordelaise de caractère. Effectivement, dans l'arbre généalogique de la Bordelaise, il y a effectivement des femmes de caractère dont certaines sont très très célèbres. La plus célèbre d'entre elles, c'est sans doute Aliénor d'Aquitaine. Alors vous en faites une Bordelaise, vous? En tout cas, pour moi, c'est une femme d'Aquitaine. Elle s'est mariée à Bordeaux, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Hein. Je confirme. Elle s'est mariée à Bordeaux. En tout cas, si ça peut-être pas une Bordelaise. Pour vous, c'est un symbole. Mais quand pour même, moi, c'est un symbole qui associe à la fois l'audace, la beauté, et la joie de vivre, la joie, et l'amour de l'art, l'amour de l'art et de la gastronomie. Et de la gastronomie. Donc Aliénor d'Aquitaine, c'est un très beau personnage. Je pense qu'on peut dire qui colle à la peau de la Bordelaise. Il y a des personnages aussi un peu plus atypiques et plus audacieux comme Rosa Bonheur par exemple, dont on fête le centenaire actuellement à travers une exposition. Rosa Bonheur montre que on peut aussi exercer son métier d'artiste de manière extrêmement libre. Ceci dit, Rosa Bonheur, la première chose qu'elle fait quand elle le peut, c'est qu'elle quitte Bordeaux quand même. Alors comment expliquer que Rosa Bonheur, qui était une femme libre, une femme, en plus qui aimait les femmes. Oui, exactement. Elle quitte Bordeaux aussi quand même. Et Bordeaux la vénère un peu tard d'ailleurs, parce que Bordeaux n'a même pas voulu de son tableau. Oui, alors Bordeaux vénère parfois un peu tard, effectivement. On connaît avec Mauriac. Voilà. Il y a toujours un temps de retard. Voilà. Il peut y avoir un temps de retard, ça c'est. Donc Bordeaux peut engendrer des caractères comme ça, mais ne sait parfois pas trop quoi en faire. Peut-être. Exactement, parce que ça peut effectivement déranger un petit peu. Mais il y a aussi Marie Brizard, par exemple. Ah oui, alors parlez-nous de Marie Brizard. Qui au 18e a été une des premières femmes à créer son entreprise, à lancer cette liqueur, qui aujourd'hui encore continue de se vendre dans le monde entier. Et elle a repris l'affaire de son père lors de son décès. Et c'est pareil, c'est une vraie Bordelaise qui a avec beaucoup de force de caractère mené à bien cette entreprise. Et voilà, elle méritait d'être citée au même titre qu'une Angèle Bayardran, qui est aussi une femme de caractère d'aujourd'hui et qui a su faire rayonner cette petite spécialité bordelaise, ses cannelés dans le monde entier. Alors vous abordez aussi le sujet du vin quand même. On est une ville qui a fait supposément sa fortune sur le vin, si c'est pas tout à fait exact, mais dans le monde du vin aussi, les femmes n'ont pas été aussi absentes que ça. Et vous parlez de personnages de la vigneronne, oui. De la vigneronne. La vigneronne. Alors, est-ce que c'est une fiction ou est-ce que s'il y a vraiment eu, dans le monde du vin, qui est un monde très masculin, une place importante accordée aux femmes? Oui, et des femmes, même comme Olive de Lestonac, par exemple, là aussi, c'est au 18e, c'est incroyable. C'est une histoire incroyable. Qui a présidé aux destinées de Château-Margaux. De nombreuses femmes aussi se sont retrouvées, mais ça, il n'y a pas qu'à Bordeaux, mais particulièrement à Bordeaux, à la tête de vignobles autrefois détenus par des hommes parce qu'il y a eu la guerre, par exemple en période de guerre, et là ça leur a permis effectivement de prendre les rênes de manière très 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 brillante de certains grands châteaux. Et aujourd'hui, clairement, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent et qui ont des responsabilités fortes dans les vignobles. C'est plus du tout une exception. Hein. Et certaines pour lesquelles leurs vignes sont leur 3e ou leur 4e enfant. C'est le cas de la Bérengère Tesseron
à la Rivaux, par exemple, c'est un château qui a été dirigé par des femmes depuis 5 ou 6 générations, même plus. Et voilà, et Bérengère Tesseron a au moins 4 enfants et son vin. D'accord. Alors, justement, Bordeaux, c'est pas seulement une ville intramuros, quand même. Bordeaux, c'est quand même un territoire. Et vous l'oubliez pas, quand vous parlez du vin, c'est quand même, Margaux, c'est loin, hein, mais c'est quand même du vin de Bordeaux. Donc ça, vous ne réduisez pas en quelque la Bordelaise à des remparts, hein. Et vous parlez aussi de la Bordelaise à la plage, quand même. Et ça, j'étais assez surpris et plutôt ravi, parce que vous dites aussi, elles sont solaires, mais on les voit sur la plage. Alors, Bordeaux, le Cap Ferret. Racontez-nous cette drôle d'histoire qui épate les Parisiens, qui est toujours un peu, qui est toujours un peu caricaturé, mais vous en faites un joli chapitre. Oui, c'est vrai que c'est un de mes chapitres préférés, parce que finalement, c'est un chapitre très hédoniste, qui me permet d'ailleurs de citer aussi Montaigne, qui a été par 2 fois maire de Bordeaux, et de citer son goût pour le fait de jouir de la vie. C'est une forme aussi de sagesse. Et c'est vrai que, bon, de manière plus légère, on peut dire quand même ce qui intéresse beaucoup la Bordelaise, c'est de savoir aussi quel temps il va faire le week-end prochain, pour savoir si on va pouvoir aller sur le bassin ou au Cap Ferret. Et qu'on sait que la Bordelaise a très souvent très bonne mine et n'a pas besoin d'un balayage, puisque ses cheveux blondissent très aisément au soleil. Et c'est vrai que cette bonne mine contribue certainement beaucoup aussi, à la fois à sa joie de vivre, à son bien-être et à sa beauté. Mais bon, cela dit, effectivement, c'est un sujet léger, mais qui a tout à fait son importance, parce que c'est ce qui explique aussi pourquoi le Cap Ferret ou le bassin d'Arcachon, c'est à 1 heure de Bordeaux, même moins d'1 heure. Enfin, l'été, voilà. c'est 2-3 heures maintenant. Enfin, il faut savoir que quand même quand on n'a pas beaucoup d'argent, une jeune étudiante qui s'installe à Bordeaux, pour 1,50 €, elle prend la liane numéro 1, hein, et elle se retrouve au Cap Ferret en l'espace de 3/4 d'heure. Et là, c'est la liberté. La liberté, c'est la Bordelaise qui tout d'un coup enlève ses escarpins, dénoue ses cheveux, et voilà, se retrouve pieds nus dans le sable, peut-être à boire un grand cru ou à se faire à manger voilà un petit sandwich au foie gras ou autre. Mais en tout cas, le Cap Ferret, c'est le pôle sauvage de Bordeaux. C'est la face cachée et en même temps solaire, pour avoir un nouvel oxymore. Exactement. Hein. Oui, moi, je vois que vous avez bien lu, ça me fait plaisir. Mais qui est effectivement ce qu'on ne peut pas faire à Bordeaux, on le fait très volontiers au Cap Ferret, où les codes sont les mêmes, mais pourtant ils sont beaucoup plus libérés. Mais ils sont beaucoup plus libérés, et puis c'est une forme de liberté qui, je pense, nous plaît d'autant plus actuellement, suite aux périodes de confinement qu'on a pu connaître. Ça prend une valeur exceptionnelle. Et alors, vous parlez, je cherchais moi dans le livre à quel moment vous alliez parler de l'extravagance. Alors, c'est peut-être pas ce qui caractérise le plus la Bordelaise. Justement, alors j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui les caractérise. Est-ce qu'il existe des Bordelaises extravagantes, ou est-ce que c'est pas un mot qui leur convient? Je parle plutôt d'élégance sans extravagance, parce que je pense qu'il y a toujours effectivement une petite retenue quand même, ou une recherche en tout cas d'un équilibre. Recherche d'un équilibre en toute chose, et peut-être aussi un équilibre vestimentaire. Vous savez, Bordeaux est une ville classique où tout est harmonieux et tout est basé aussi sur l'équilibre. Et du coup, cette élégance sans extravagance se marie très bien avec la ville. Oui. Bon, alors après, il y a des nouvelles générations de... Oui, mais même les nouvelles générations ne semblent pas amener vraiment de l'extravagance. C'est ça qui est assez étonnant. Oui, je pense que on n'est pas à Barcelone quand même. Alors, par exemple, il y a un magasin qui s'est installé en face de Mola qui s'appelle Des Iguales à une époque à Bordeaux. Il a tenu le coup 3 ans, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que les gens y rentraient presque en catimini, parce que c'était pas du tout leur image. Enfin, c'était très drôle de se dire. Oui, je pense que c'est pas ce qui caractérise le plus. Les Bordelais, c'est juste horrible. Et donc, cette extravagance un peu colorée, chamarrée espagnole, elle trouvait ses limites là, quand même, avec ce genre de magasin. Exactement. Donc on a eu au moins une limite de la Bordelaise. Elle n'est pas dans le trop, en fait. Elle n'est pas dans le trop, mais elle peut se permettre certaines audaces. Oui, elle a lu Montaigne. Alors, est-ce que, pour aborder des sujets quand même un peu plus difficiles, est-ce qu'on peut parler de rivalité entre certaines Bordelaises? Est-ce que s'affronteraient différents types de Bordelaises? J'habite au Chartron. Est-ce que je peux me faire des amis à Saint-Seurin?
Vous faites référence aux petits duels qui existaient au 19e, dont je cite les Chartrons versus... Oui, vous en parlez quand même, le Chapeau Rouge versus Chartrons. Voilà, parce que là, il y avait un concours effectivement d'élégance lors des premières au Grand Théâtre de Bordeaux. Donc, je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui. Je n'en suis pas convaincue. Oui, enfin, en même temps, c'est amusant de le citer, mais vous pensez que c'est fini désormais, les quartiers n'existent plus en tant que tels? Si, je pense que vous avez tout à fait raison. Les quartiers existent toujours, mais je pense que les Bordelaises les traversent en se moquant un peu des stéréotypes sociaux dont elles peuvent dont elles peuvent être affublées. Je pense que quand même il y a une réelle évolution des choses. Je pense que les différences sociales sont quand même moins marquées. Moins marquées. Et alors, pour aborder un sujet que vous abordez peut-être assez peu, c'est la Bordelaise coincée. Et j'en ai beaucoup fréquenté dans ma jeunesse. On envoyait dans les collèges catholiques, etc., qui sont quasiment invisibles, qui sont habillés avec des petites tenues, le blanc sur du... Enfin, vous voyez, on m'a dit que la Bordelaise avait jeté son serre-tête. Oui, et pourtant, oui, je suis passé il y a pas très longtemps, place des Martyrs de la Résistance, j'en ai encore croisé. Alors, souvent pris en photo par les touristes qui se demandent ce que c'est, mais ça, vous n'avez pas trop osé en parler, comme si somme toute il y en avait partout, mais pour moi, c'est dans la Bordelaise. Alors, c'est pas, je dirais pas c'est la Bordelaise, mais c'est quand même un type de Bordelaise assez indiscernable et qui donne l'impression de résister au temps. Un peu comme la Versaillaise, d'une certaine façon. Je n'osais pas le dire. Hein, vous pouvez le dire. Mais et ça vous a peut-être moins inspiré, ou alors est-ce que ça résiste à l'humour peut-être? Ça m'a moins inspiré. Oui. Bon, après, c'est vrai que c'est amusant aussi de tacler un peu et d'avoir un peu d'acidité de temps en temps dans le trait. Mais c'était pas le but de... Mais non, c'était pas le but. Le but, c'était plutôt de faire un ouvrage joyeux, comme assez solaire, comme vous dites, et effectivement de tourner le dos à certains prototypes caractéristiques du passé, des années Chaban un petit peu. C'est un peu les années Chaban, voilà. Mais qui étaient... Je pense que les années Juppé, en tout cas, c'est beaucoup de Bordelaises m'en ont parlé, ont aussi dépoussiéré des choses et libéré d'une certaine façon la Bordelaise. Et alors, est-ce qu'elle l'a libérée, mais est-ce que ça n'a pas détruit une certaine forme de Bordelaise? Vous êtes inquiet? On gratte les murs des villes, on en fait une ville minérale, et tout d'un coup, les Lodennes ont disparu des rues. Enfin, vous voyez, des choses terribles comme ça. Est-ce que le foulard Hermès résiste au temps? Le foulard Hermès résiste, place Gambetta, même s'il est vintage. D'ailleurs, c'est ce qui donne un peu de modernité. Ouais. Mais en même temps, les familles bordelaises, on n'a pas de foulard Hermès, ou alors on le cache. Hein, on le cache derrière un manteau bleu discret. Ou alors ça, vous pensez que c'est la fin d'une époque? Je pense que la Bordelaise renaîtra toujours de ses cendres, ça c'est certain. Mais oui, c'est un petit peu la fin d'une époque que je décris avec d'ailleurs pas mal d'humour, parce que c'est vrai que c'est amusant de se souvenir que dans les années Chaban, les années même 80 jusqu'aux années 80, ces dames pouvaient aller faire leur marché aux grands hommes en escarpins et en sortant de chez le coiffeur. Oui. Donc et voire gantées. D'ailleurs, j'ai retrouvé sur eBay un numéro de l'Écho de la mode qui date de... Alors je voulais vous en parler, de 1964, qui est quand même qui est un morceau de bravoure quand même. Hein, voilà. On le reproduisait in extenso dans le livre. Parce que c'est franchement une pépite. Et là ils avaient envoyé une envoyée spéciale à Bordeaux qui a enquêté pendant plusieurs jours et fait mener des interviews de Bordelaises. Et là Enfin, vraiment, c'est hilarant. Honnêtement, c'est impayable. C'était suite à une constatation qui était que la Bordelaise était la femme la plus élégante de France en 1964. Ça a été la conclusion, effectivement. Voilà. La Fédération des industries de la mode avait mené une grande enquête, une vaste enquête pour savoir quelle était la femme ou la ville la plus élégante de France. Et c'était la Bordelaise qui avait été élue en 1964. Donc, c'était très drôle. Et c'était l'occasion, c'est l'occasion de voir des photos de Bordelaise. Les photos sont assez inénarrables. En manteau de fourrure. Avec des motifs assez... Je le réserve, je vous laisse le soin de le découvrir. Et puis de voir aussi un personnage qui a été célèbre à Bordeaux, qui s'appelle Hélène Schiller, qui de la famille, très grande famille bordelaise, qui a beaucoup fait pour la culture aussi à Bordeaux, et qui était considérée comme la femme la plus élégante de Bordeaux. Bon, elle était toujours en tailleur Dior, etc. Mais dans les bleus ciel, enfin, c'était des tonalités assez neutres, mais c'était un modèle à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt Jeanne de Boy. C'est pas tout à fait la même chose. Mais on y reviendra. Alors, pour terminer, vous abordez quand même ce sujet d'anciennes futures bordelaises. Hein. Comment
devient-on bordelaise? Est-ce que c'est possible de devenir bordelaise? Alors, comment devient-on bordelaise? Comment se faire aimer d'une bordelaise? J'ai fait un petit questionnaire dans le livre, qu'on peut, auto-rempli d'ailleurs. En fait, il y a plusieurs choses à répondre. Il y a plusieurs aspects dans votre question. Comment devient-on bordelaise? Ça sous-entend aussi quels sont les attributs de la bordelaise. Oui. Donc il y a certains attributs effectivement qui peuvent être considérés comme, mais là il faut le prendre avec humour. Oui, bien sûr. Parce que voilà, effectivement avoir sa maison de ville avec un très joli jardin dont on ignore l'existence lorsque l'on passe dans la rue, et pouvoir recevoir ses amis peut-être même autour d'un petit bassin d'eau fraîche, ça c'est le nec plus ultra. Bon, alors on devient bordelaise aussi peut-être en inscrivant ses enfants à Tivoli ou à Grand-Lebrun pour l'aspect effectivement assez bourgeois et classique du personnage, mais on devient aussi bordelaise en allant manger une paire d'huîtres au Capucin ou sur les quais le dimanche matin avec ses copines. On devient bordelaise aussi en faisant l'école buissonnière peut-être en semaine, un soir, là aussi, je devrais pas trop le dire, mais nombreuses sont celles que j'ai interviewées qui m'ont avoué pouvoir le faire. C'est partir un soir à l'océan et aller pique-niquer avec une amie alors qu'on a travaillé toute la journée. Ça, c'est exceptionnel. Ça fait partie de ces petits plaisirs secrets de la bordelaise et qui pour moi la caractérise clairement de cet hédonisme. D'accord. Donc ça, c'est les petits attributs. Les attributs. Mais quand on a les attributs, est-ce qu'on a l'essence? J'aurais du mal à... Est-ce que vous vous sentez bordelaise? Je pense que je me sens bordelaise, surtout je me sens bordelaise à Bordeaux. Enfin, on est bordelaise en habitant cette ville, en lui rendant hommage, en sauvegardant ses traditions, en l'aimant, en parlant autour de soi et en sachant l'habiter et en tirer le meilleur. Mais quand vous allez à Pau, est-ce que on vous demande d'où est-ce que vous êtes? On arrive dans la partie un peu confession. Est-ce que vous dites je suis parisienne et je vis à Bordeaux, ou est-ce que vous dites désormais je suis bordelaise, qui vous vaut le fait d'être traité de dorifort d'ailleurs tout de suite? Mais comment l'entendez-vous justement? Moi aussi, j'aime pas trop me dévoiler en fait. C'est l'occasion jamais. Puis vous avez un micro, voilà. Donc c'est votre côté bordelais. Je pense qu'effectivement c'est mon côté bordelais. Souvent on me dit, on devine que je suis bordelaise. Et alors, ce qui est très amusant, c'est plutôt quand je retourne à Paris pour des raisons professionnelles ou autres, et quand on me dit, on m'appelle systématiquement la bordelaise. Ah voilà la bordelaise. Bon alors voilà la bordelaise, elle a bonne mine, etc. Qu'est-ce qu'elle a bu, quel vin tu vas nous conseiller, etc. Donc, c'est un compliment là. Oui, c'est un compliment. Oui, c'est un compliment. Alors que nous, quand on dit voilà la parisienne, c'est rarement un compliment. Ouais, surtout depuis qu'il y a eu des wagons de parisiennes qui se sont installés. Depuis que les Chopins sont arrivés avec leurs amis. Alors justement, Isabelle, est-ce que vous sentez, est-ce qu'en 5 ans, on peut avoir le sentiment de devenir bordelais, ou est-ce que vous avez le sentiment que ça ne veut plus dire grand-chose en fait? Être bordelaise, non. Moi, j'ai entendu des personnes qui me disaient, mais après 4 générations, je ne me sens pas encore bordelaise. Donc, effectivement, il y a quand même cet ancrage très fort où on se dit qu'on n'osera même pas évoquer l'idée de se sentir bordelais. En plus, moi, venant de Marseille, vous imaginez bien que je me sens marseillaise, mais très, très heureuse de vivre à Bordeaux et d'accueillir et de prendre les codes de la bordelaise, parce que on parlait effectivement des attributs, mais aussi des codes qui sont un petit peu avec humour aussi distillés dans le livre, et ces codes-là auxquels on peut adhérer, eh bien oui, là complètement à 200%, c'est justement une des raisons pour lesquelles on est arrivé ici, parce que ces codes-là nous plaisaient et que on avait facilité on nous a parlé de codes parfois un peu vieille France, mais ça peut avoir du bon. Parce que ça vieillit mieux et que ça subit mieux le temps. Un côté intemporel, voilà, ça résiste au temps et ça peut être effectivement assez rassurant. C'est une manière de recevoir aussi. Tout à fait. D'ailleurs, on avait mis guide intemporel d'un art de vivre, et l'art de vivre est très important, je pense, dans cette ville. Et le vin, si vous vouliez une spécificité, le vin est quand même important, je pense, sur Bordeaux, notamment parce que il aide à maintenir ces traditions. Voilà.
quand vous disiez, c'est exactement ça. Quand vous disiez comment devient-on bordelaise, là, je dirais que on devient vraiment bordelaise quand on connaît le classement de 1855 par cœur. Ah oui, voilà, oui. Bon, écoutez, j'en connais pas beaucoup alors. Alors, pour terminer, le livre est sorti, ça a été un plutôt joli succès, m'a dit Hervé. Comment il a été perçu et comment on vous en a parlé? Comment on vous en a parlé en tant qu'éditrice? Voilà, quel a été l'accueil du livre? Est-ce qu'on vous l'a dit? Oui, on nous l'a dit dans des termes plutôt élogieux, ce qui nous a fait extrêmement plaisir. Il y avait beaucoup de curiosité à découvrir ce livre. Moi, je sais qu'il y a des Bordelaises qui m'ont dit qu'elles s'étaient retrouvées ou qu'elles avaient retrouvé certaines de leurs amies dans les portraits que j'ai pu dresser, dans les petites anecdotes que je raconte. Des Parisiennes, effectivement, se sont beaucoup aussi intéressées et amusées à découvrir un peu plus ces codes qu'elles pressentaient, mais dont elles ne connaissaient pas forcément les origines. Non, globalement, effectivement, l'accueil a été très très positif. Que dire de plus? Tu ne le dis pas, mais moi je peux le dire. Effectivement, moi les retours les plus fréquents étaient effectivement cette surprise de se dire c'est peut-être un sujet assez léger. Puis finalement en l'ouvrant, d'abord j'ai découvert une écriture, un style, et puis des recherches et quelque chose de beaucoup plus dense que ce que je pouvais imaginer. Donc c'était cette surprise là à la deuxième étape de la découverte que j'ai beaucoup entendue, et notamment parce qu'effectivement on sentait tout le travail de Laure et puis la complicité de Camille, et donc ça a fait il faut savoir que on a travaillé 2 ans dessus et le confinement nous a rajouté une année, donc c'était très bien, mais on l'a beaucoup fantasmé le livre aussi du coup, et c'était très dur de se dire qu'est-ce que ça va donner au final, parce qu'on avait une idée très très précise à force d'en parler de ce qu'on voulait obtenir, et parfois on peut être très déçu, déçu du résultat. Oui, là on avait mis la barre très haute. Parce qu'en plus vous avez fait un livre relié, enfin il y a on voulait obtenir une quelque qualité chose en fait c'est assez subtil, c'est une espèce d'assemblage comme pour un Bordeaux finalement, un assemblage de différents cépages, et pour moi la bordelaise c'est aussi ça, c'est un peu un assemblage de différentes facettes, discrétion, audace, hédonisme, retrait, réserve, mais tout ça crée quelque chose un personnage très très riche, subtil, intéressant, séduisant, et aussi véhicule un art de vivre. Ça beaucoup de lectrices ou de lecteurs nous ont apprécié ce récit pour cette raison-là. C'est vraiment un art de vivre que je continue, et que je continuerai longtemps de célébrer et d'aimer partager, grâce aux Bordelaises que j'ai pu rencontrer, même si certaines sont restées des énigmes. Ah, voilà. Il faut quand même une part de mystère, comme on dit depuis le début. Alors, on va terminer avec ça. Le succès du livre aidant, est-ce qu'on peut soupçonner un éditeur de l'exploiter en nous faisant bientôt la Libournaise, parce que du côté du Libournais on se plaint quand même de ne pas avoir ça, la Paloise, la Langonaise, ou est-ce que ce sera un livre unique qui restera un peu à part, d'autant que lui-même, comme je disais, l'écrin est très beau. Est-ce que ça vous a donné envie d'explorer en ancienne sociologue, d'autres territoires? Très sincèrement, non. D'accord. Je suis fidèle à la bordelaise, et je pense que après effectivement on pourrait s'amuser à le décliner pour en rire, mais sur quelques feuillets, mais après je pense que peu de villes, je ne connais pas suffisamment bien d'autres, peut-être que la Marseillaise éventuellement pourrait. Mais bien évidemment, en tant qu'éditeur, on y a pensé. Ouais. Mais je pense que la Marseillaise, ça va être un titre un peu compliqué. Mais non, justement, parce qu'effectivement, non, et puis à ce stade, on arriverait dans la caricature. Là, il y avait une vraie densité, il y a une vraie raison d'être, et donc voilà, ça serait aussi une caricature stupide, mais qui est là. Donc à ce stade, non. En revanche, décliner des choses autour de la bordelaise, pourquoi pas, parce que c'est l'équipe aussi qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des projets peut-être à venir. Peut-être. Laure Lamandin va devenir un auteur une auteure ou une autrice de catalogue Hervé Chopin. Eh bien, il me reste à vous remercier pour votre gentillesse. On a réussi à vous faire dire des choses, vous voyez, même si vous êtes discrète et insondable. Voilà. Merci de votre écoute. Alors, le livre est à la vente. Je vais me transformer en vendeur immédiatement. Je vous remercie. Le prochain rendez-vous, on va pas rigoler beaucoup parce qu'il sera question d'écologie, de démocratie contre écologie.
un livre que j'ai hâte de découvrir et d'échanger avec vous. Ça sera le dernier rendez-vous, le livre qu'on emmènera sur les plages du Cap Ferré. On verra tout le monde dire ça. À côté de la Bordelaise, bien sûr. À côté de la Bordelaise, voilà. Merci à vous en tout cas, alors. Merci Isabelle. Merci beaucoup.